Donc, on peut démarrer. Je vous présente Rogiatou Thiam Cissé, qui est coach professionnel et qui a créé l'association Partalian, qui accompagne leur démarche de développement personnel. Est-ce que, Rogiatou, vous pourriez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Véronique, pour tes propos introductifs. Merci également à Karima, qui est vraiment la cheville ouvrière derrière toute cette organisation qui est Cœur Imagination Education Services. C'est un projet qu'on sait qu'elle a porté depuis plusieurs années parce qu'elle est impliquée dans la petite enfance depuis de très longues années. Et ce webinaire aujourd'hui arrive comme la suite logique de tout ce parcours qu'elle a fait et pour lequel elle s'est investie, notamment le bien-être de l'enfant d'abord et placer l'enfant au cœur de la famille et des priorités éducatives. Donc, comme tu le disais si bien, Véronique, moi je m'appelle Rogiatou Thiam Cissé. Je suis et juriste et coach professionnel. Donc, juriste dans un cabinet de la place qui s'appelle Carapace Stratégie et Conformité. Et je suis également coach professionnel dans l'Institut Partalian, qui est un institut spécialisé dans l'accompagnement aussi bien des personnes physiques que des personnes morales, donc des entreprises, à la clarification de leurs objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels, et au cheminement vers l'atteinte de leurs objectifs. Donc, c'était avec un grand plaisir que j'ai accepté l'invitation du groupe Cœur Imagination pour venir échanger avec vous sur ces questions de parentalité, les rêves que les parents portent avant d'être parents, et ensuite la relation qu'ils impriment avec l'enfant qui arrive dans la famille. Donc, nous allons juste aborder ces éléments-là de manière assez rapide pour permettre une interactivité, notamment entre Véronique et moi, mais surtout avec les gens qui sont présents avec nous, pour qu'ils puissent poser leurs questions et qu'on puisse y apporter des éléments de réponse. Donc, si ça te convient, Véronique. Est-ce que c'est Super. Merci beaucoup pour cette première présentation. Et du coup, j'ai déjà une première question pour toi que tout le monde personne n'ose poser plutôt. C'est qu'est-ce que c'est la parentalité véritablement? Est-ce que ça concerne tous les parents? Est-ce que ça concerne tous les enfants? Est-ce que c'est juste de la relation? Est-ce que tu peux nous en dire? Oui, alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement partager avec vous une présentation très sommaire parce que évoquer les questions de parentalité, c'est vraiment très très large et très très vaste. Karima disait à l'entame de son propos qu'elle pense que nous sommes les deux personnes qui sommes à même de pouvoir aborder ces éléments-là, mais je précise qu'il y a des psychiatres, des pédopsychiatres, des psychothérapeutes qui ont longtemps travaillé sur cette question-là. Et leurs réflexions ont été enrichies par des apports de sociologues, d'anthropologues, de philosophes. Et donc, nous allons tout simplement ensemble parcourir ces éléments-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez la présentation que je vous partage. Est-ce qu'elle est visible ou pas? Un peu plus. C'est bon? C'est bon, on la voit. Parfait. Ouais. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement dérouler ensemble de manière assez rapide. Pourquoi aujourd'hui on parle de rêve de parents et d'enfants rêvés? Nous allons essayer d'aborder cette thématique autour de trois questions. D'abord, la notion même de parentalité, qui est opposée à la notion d'infantilité. Et là, c'est vraiment pris dans son sens étymologique du terme, qui renvoie à tout ce qui est caractéristique de l'enfant. Et la question de la relativité dans cette relation parent-enfant. Donc, si vous le voulez bien, nous allons avancer ensemble dans un premier temps avec la question de la parentalité. Quand on parle de parentalité, qu'est-ce que ça veut dire?
Aujourd'hui, on se rend bien compte que la notion a évolué. Elle a évolué aussi bien à travers le monde que dans notre contexte d'évolution actuel, qui est l'Afrique et en particulier le Sénégal. Dans les pays développés ou dans d'autres types d'environnements, la famille nucléaire a été très très rapidement un élément autour desquels les parents et les enfants se sont retrouvés. Contrairement à ce qu'on a vécu et ce qu'on continue à vivre encore dans notre contexte, quand on parle de famille sociale, on parle des maisons familiales où les parents vivent avec les enfants et leurs époux ou épouses, avec leurs petits-enfants. On voit également le cas des familles polygames. Et dans ce cadre-là, on peut avoir des schémas où on a un mari avec plusieurs épouses qui sont dans la même maison, qui partagent la même maison et qui aujourd'hui créent cette question de l'éducation partagée. Je ne suis plus l'enfant de mes parents, mais je suis l'enfant de mon père, de ma mère, mais des oncles, des tantes, des neveux, des cousins, des cousines qui habitent tous dans cette maison familiale et qui constituent cette famille sociale. On a également vu qu'il y a cette question des enfants-parents avec les mariages qui sont célébrés pour certaines contrées de manière très précoce, avec des jeunes filles très tôt, 12 ans, 13 ans, données en mariage et qui se retrouvent parents alors qu'elles sont en pleine croissance. Donc tous ces éléments-là interpellent sur la parentalité. On est également en présence d'un contexte qui est très changeant, parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'au Sénégal et dans certains pays où ces programmes ont été développés, en maintenant les filles à l'école, donc en mettant en place tout un système pour permettre aux mères de pouvoir avoir des revenus, on maintient les filles à l'école, mais en même temps, ça permet aux femmes d'être de plus en plus présentes sur le marché du travail. Et ce qui fait que, comme elles sont sur le marché du travail, elles sont face à leurs propres interrogations, elles sont face à leurs propres besoins et elles ont, et on l'a constaté, elles ont vraiment évolué dans leur modèle d'épanouissement personnel. Avant, il suffisait pour une femme d'avoir un époux, des enfants, un foyer à gérer et ça convenait plus ou moins. Aujourd'hui, on parle vraiment de totalement d'autre chose. De mère qui a besoin d'être épanouie, mais de femme qui a besoin d'être épanouie, de professionnel qui a besoin d'être épanoui, et tout simplement d'être qui a besoin d'être épanoui. Donc tous les rôles traditionnels ont été complètement modifiés. Et du coup, cette famille sociale dont on parlait avant, aujourd'hui, on est de plus en plus face à des familles restructurées, des familles recomposées avec le nombre croissant de séparations qu'on peut constater. Les familles monoparentales, quand les gens ne se remettent pas en couple ou alors quand il y a une maternité ou une paternité hors cadre social ou mariage. L'homoparentalité, avec des couples où les parents sont de même sexe. La coparentalité, quand on est dans une situation où les deux parents exercent, eux, le rôle et l'autorité familiale. La beau-parentalité, quand c'est les beaux-parents, le beau-père ou la belle-mère qui prennent en charge l'autorité parentale. Donc, vraiment, on est dans une révision totale d'un concept qui, au départ, était plus ou moins simple. Et donc là, on a également constaté qu'il y a une évolution du lien entre les parents et les enfants. Au départ, c'était vraiment un lien de discipline. Il faut que les enfants soient disciplinés. Il faut qu'ils respectent l'autorité. Il faut qu'ils puissent obéir à l'autorité parentale. Et aujourd'hui, avec toute l'évolution aussi bien des sciences, des neurosciences qu'on va aborder un peu plus tard, on se rend compte que ce lien initial de coercition a beaucoup migré pour aller vers un lien d'interdépendance où on a autant besoin de l'enfant qu'il a besoin du parent et pour cheminer vers l'épanouissement de cet enfant. Donc, quand on dit parentalité, être parent aujourd'hui, ça recouvre presque toutes ces formes-là quand on est dans un contexte africain, où on peut très bien être dans une maison familiale, mais vouloir éduquer ses enfants à la manière d'une famille nucléaire, tout en tenant compte des besoins
de discipline qu'il faut donner aux enfants. Et ça fait un melting pot où, en fait, finalement, chaque famille essaie de retrouver son équilibre. Plusieurs psychologues et plusieurs psychothérapeutes évoquent même la notion des séismes qui se passent au niveau de la société et qui font parfois appel aux outils sismiques qu'on utilise quand il y a un tremblement de terre pour pouvoir régler les difficultés qui peuvent se retrouver au sein de la famille en mettant en avant d'une part de la souplesse et d'autre part de l'équilibre pour pouvoir gérer ces tensions. Donc, quand on parle d'être parent aujourd'hui, on parle également de comment on est parent. Plusieurs chercheurs, et là je me suis permise de pouvoir partager avec vous ces éléments-là, plusieurs chercheurs se sont appuyés sur la question. On a d'une part des chercheurs de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui, après de très longues études sur la parentalité, ont publié un rapport et où ils ont présenté la parentalité comme un code de conduite de savoir-être et de savoir-faire qui se décline au fil des situations quotidiennes, en parole, en acte, en partage, en émotion et en plaisir, mais surtout en se basant sur la reconnaissance de l'enfant, mais également en autorité, exigence, cohérence et continuité. Donc, pour la vision africaine, ça reprend à peu près ce qu'on vient de se dire, aussi bien la famille, la grande famille, la famille élargie, les maisons familiales, que ce besoin-là de pouvoir canaliser l'éducation des enfants. Et par contre, on voit bien que dans d'autres contextes, la parentalité est plus perçue comme tout un processus qui conjugue différentes dimensions de la fonction parentale. Il y a la dimension matérielle, la dimension psychologique, la dimension morale, la dimension culturelle et sociale. Et tout ceci est axé dans le développement et l'éducation de l'enfant. Et donc la relation adulte-enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits et d'obligations qui sont exercées dans l'intérêt supérieur de l'enfant et en vertu d'un lien qui est prévu par le droit. En France, il y a aujourd'hui un comité qui est rattaché au ministère des Affaires familiales, qui s'appelle le Comité national de soutien à la parentalité. Et c'est ce comité-là qui a proposé cette définition sur la base non seulement des recherches qui ont été faites, mais également des compréhensions diverses qui sont issues des mutations de la société française et des sociétés à l'échelle mondiale, tout simplement. Donc, quand on dit être parent, de quoi on parle? On peut parler très bien d'un code de conduite, de savoir-être, de savoir-faire, mais on parle également de questions matérielles, on parle de questions psychologiques, morales, culturelles et sociales, et tout ceci dans la direction et dans l'axe du développement et de l'éducation de l'enfant. Mais de qui est-on parent? Quand on parle d'être parent, c'est également et c'est surtout accueillir dans son parcours de vie un enfant. J'ai eu beaucoup de retours en préparant cette conférence et cet échange avec vous. J'avais souvent le mot qui revenait, être parent, c'est avoir un enfant. Quand on se pose la question d'avoir un enfant, on est de manière très simple dans la logique de la possessivité. J'ai, le verbe avoir, un enfant qui est à moi, c'est mon enfant. Alors que quand on est dans l'accueil, on sait qu'un enfant arrive dans notre vie et qu'il nous faut tout simplement en prendre soin. Donc cet enfant-là, comme vous le voyez sur le tableau, il est ou attendu, et dans ce cas, ça peut être une attente avec un enfant qui arrive de manière biologique, donc de ses deux parents, ou attendu de manière non biologique, par une adoption qu'on a choisie, etc. Quand l'enfant n'est pas attendu, et c'est le deuxième schéma, quand il n'est pas attendu, ça peut être de manière biologique toujours. Lorsque l'enfant n'est pas attendu, ça peut très bien être dans le cadre d'un couple qui ne souhaite pas avoir d'enfant, comme ça peut être dans le cadre de violences qui sont basées sur le genre et qui
provoque une grossesse et donc un enfant qui arrive. Ça peut également être un enfant non attendu, non biologique. Et ça, on le retrouve très souvent dans les contextes africains, en tout cas d'époque, mais qui sont encore d'actualité dans certaines contrées. Quand on parle de confiage, un enfant d'un parent qui ne peut pas le prendre en charge et qui le confie à un autre parent qui ne l'attendait pas forcément, mais qui se retrouve tout de suite téléporté dans un rôle qu'il n'a pas forcément voulu. Et donc tout ça influe sur les notions de parentalité. Et justement, petite question, comment est-ce qu'on construit son image de parent, son rôle de parent lorsque sans que soit la raison? Est-ce que les personnes arrivent en fait à être parents presque naturels pour ces enfants-là? Alors, je vais m'excuser parce que Véronique, quand tu parlais, j'ai eu des coupures. Est-ce que j'ai bien compris ta question? Tu me demandais si, dans quelle mesure est-ce qu'on peut prendre en charge la question de la parentalité quand l'enfant n'est pas attendu? Est-ce que c'est ce que tu m'as dit? Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on construit son identité de parent lorsque l'enfant n'était pas attendu? Je pense par exemple à un déni de grossesse ou effectivement un enfant qui nous vient parce que son parent biologique n'est pas en capacité de l'accueillir et que dans le cercle familial, on est peut-être la seule personne qui puisse le faire. Comment est-ce qu'on développe cette identité de parent? Alors, l'identité de parent, elle se porte. Elle se porte dans le sens où, quand un enfant est là, lui, à la base, il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à être là. Si on est dans un cas où on est face, par exemple, à un déni de grossesse ou à une grossesse non désirée ou à une grossesse qui fait suite à des violences, très souvent, l'enfant qui arrive porte avec lui cette empreinte de l'enfant non voulu, de l'enfant non attendu, de l'enfant non aimé. Si, après sa naissance, après son arrivée, le parent, principalement la mère, se met dans une posture d'accompagnement de l'enfant, elle a, elle, au préalable, besoin de faire un travail personnel d'acceptation de cet enfant-là. Parce que tant qu'à son niveau personnel, il n'y a pas cette acceptation profonde, l'enfant ressentira toujours qu'il y a une distance entre le soin qui lui est prodigué et le ressenti. Les enfants n'ont pas besoin de parents ou d'apporteurs de soins qui le font par devoir. Ils ont besoin de personnes qui les accompagnent par volonté. Et donc, c'est très important quand on a vécu ces événements-là et que c'est un enfant non attendu, de se mettre dans la logique qu'il faut d'abord partir du principe qu'on accepte cette situation, on accepte cet enfant et on décide en âme et conscience de l'accompagner. C'est à ce moment-là que la relation va pouvoir trouver un équilibre. Et donc, je le disais tout à l'heure, de nombreuses définitions ont présenté les enfants comme un être humain, un adulte en devenir. Dolto parlait, la grande Dolto parlait même d'un advenir. Les enfants sont considérés également comme des futurs amis. Ça peut être un futur collègue, un futur partenaire. Certains parlent d'âme en transit et il y en a d'autres qui parlent de fragments de lumière. Mais ce que j'ai trouvé de très beau, c'est cette citation de Khalil Gibran dans son ouvrage Le Prophète qui disait qu'un enfant arrive non pas de vous, mais au travers de vous. Et ça vient pour compléter cette question de l'accueil de l'enfant qui n'est pas notre enfant, je veux avoir un enfant ou j'ai un enfant. L'enfant est à moi. L'enfant n'est pas de nous, mais il arrive au travers de vous. Et j'ai trouvé que c'était assez vrai et assez sage parce qu'ils finissent par partir. Et donc, la question de l'enfant de qui nous amène à aborder le deuxième point de l'infantilité. Et là, vous le verrez vous-même, dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, on parle d'un enfant jusqu'à ses 18 ans,
sauf si la majorité est prévue plus tôt. Mais ce qui est important à retenir dans la relation entre un parent et un enfant, c'est surtout cette expression de besoin continu et la réponse apportée à ces besoins. Ce qui se passe, c'est que quand un enfant arrive, bébé, il arrive tout fripé, voilà, à peine sa tête tient sur les épaules, et donc en demande de soins. Dès sa naissance, l'enfant exprime des besoins. Il exprime des émotions et il capte tout ce qui se passe dans son environnement. Et la relation qu'il y a entre le parent et l'enfant n'est déterminée que par la réponse qui est apportée à ses besoins. L'enfant va comprendre qu'il y a du soin, qu'il y a de l'intérêt, qu'il y a de l'amour, parce qu'on l'accompagne à comprendre ce qui se passe en lui, ce qu'est être humain, parce que c'est ce que l'enfant va expérimenter au quotidien, ce qu'est se blesser, ce qu'est se faire mal, ce qu'est aimer, ce qu'est plaire, etc. Donc, il y a tout un processus qui passe par l'expression des besoins, et là, Abraham Maslow l'a vraiment détaillé. Qu'il s'agisse d'un enfant, qu'il s'agisse d'un adulte, qu'il s'agisse de tout être vivant, on passe tous par ces différents types de besoins. On a d'abord, au tout départ, les besoins physiologiques qui sont exprimés, quelle que soit la nature que l'on est, ou adulte ou enfant. Besoin de manger, besoin de boire, besoin de dormir, etc. La théorie d'Abraham Maslow nous dit que les besoins fonctionnent par échelle et qu'il suffit que le besoin de la phase précédente soit comblé pour qu'on puisse aller vers le niveau suivant. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les recherches ont montré qu'il n'y a pas de linéarité entre ces différents niveaux. Ils sont importants à comprendre, mais il n'y a pas réellement de véritable linéarité. Donc là, on passe du besoin physiologique pour aller vers le besoin de sécurité physique, sécurité morale, habiter dans un environnement sain, être en bonne santé, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime de soi et le besoin d'accomplissement personnel. Et nous allons le voir un peu plus bas par rapport aux stricts besoins des enfants. Un enfant arrive avec des besoins vitaux. On pense que ça va de soi, respirer, manger, boire. Ça ne va pas de soi, parce qu'il y a des enfants qui vivent de véritables crises dans des environnements où il y a ou de la détresse familiale ou de la détresse psychologique des parents et où ces besoins vitaux-là ne sont comblés que de manière ponctuelle. Donc, ça génère chez l'enfant un ressenti qui est totalement différent de celui d'un enfant pour lequel tous ces besoins vitaux sont pris en charge. Le besoin de dormir également est un besoin qui est fondamental. Pourquoi est-ce qu'on en parle quand on parle de parentalité? Parce qu'un enfant, il n'est pas responsable de son éducation. On présente un enfant comme étant un être réactionnel. Tout ce qu'un enfant produit est le fruit de son contexte d'évolution et de son environnement. Les comportements pour lesquels les parents se plaignent correspondent très souvent à des besoins auxquels il n'a pas été apporté de réponse. Par exemple, pour le besoin de dormir, on va rencontrer souvent des enfants qui ont des troubles de l'attention ou de l'hyperactivité. Quand on regarde un peu plus en profondeur, on se rend compte qu'il y a souvent des difficultés à l'endormissement, souvent parce que le cadre d'endormissement ne convient pas, et que ces difficultés-là impactent sur l'équilibre de l'enfant. Et donc, c'est aux parents, dont c'est la responsabilité, d'aller vers la mise en place de conditions favorables pour accompagner l'enfant à bien dormir. Il y a également le besoin de contact physique. Les enfants peuvent être très chaleureux. Oui. Excuse-moi. Véronique, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si c'est moi. Il y a un demander est-ce que les écrans oui. Oui, il y a des... je pense que la bande passante est un petit
mise à l'épreuve. Oui, il y a plusieurs parents qui ont demandé est-ce que les écrans avant de s'endormir étaient bénéfiques ou problématiques, puisqu'on sait qu'il y a des applications qui servent à l'endormissement spécifiquement, et donc ils se posent la question de est-ce que ça peut générer des troubles du sommeil? Alors, tout à fait. Il y a de nombreuses études, et il n'y en a pas une ou deux, mais vraiment de nombreuses études qui ont montré l'impact des écrans sur le développement neuropsychologique des enfants. Des applications pour dormir, on a des applications pour tout, pour apprendre à compter, pour apprendre à chanter, pour apprendre à danser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un enfant est devant un écran, il est calme, il est sage, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les technologies qui sont derrière les écrans parviennent à provoquer comme un état modifié de conscience, ce qu'on appelle dans un autre jargon une forme d'hypnose. Il y a un micro qui est ouvert et si ça pouvait être fermé parce que ça résonne chez moi très fort. Merci. Et donc, toute la technologie qui est aujourd'hui derrière les écrans agit au niveau neuropsychologique comme modificateur de l'état de conscience de l'enfant, donc qui le met presque dans une forme d'hypnose. Et les écrans avant le coucher touchent et réduisent considérablement la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, un enfant qui dort devant un écran, ce n'est pas un enfant qui est parvenu à dormir tout seul. Il a dormi d'épuisement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, ce qu'il a ingéré comme information et en étant un acteur passif devant l'écran, prend du temps à être digéré par le cerveau. Et donc, cette hypnose-là, qui est générée par les écrans, crée également une sorte de dépendance. Et c'est ce qui fait que les parents dont les enfants ont l'habitude d'être exposés aux écrans vont se retrouver face à des enfants qu'on appelle dans le jargon des enfants tyrans, qui ont besoin de l'écran pour être calmes et qui le réclament et qui sont prêts à tout. Donc, on a vu des cas où ça commence très tôt, des enfants de 3 mois, 6 mois, pour lesquels on met des dessins animés pour les maintenir calmes dans une salle d'attente de pédiatre, ou alors ça va aller jusqu'à l'adolescence qui est totalement reclus dans son écran parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ces technologies mettent en place tout un système qui crée de la dépendance, en fait, par rapport à ça. Donc, par rapport à cette question de l'endormissement et des écrans devant juste avant de dormir, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Il faudrait mettre en place des rituels, accompagner l'enfant, lui permettre de dormir en sécurité, partager avec lui un moment intime. Et ça rejoint le besoin de contact physique qui permet de maintenir le lien affectif. Le besoin de sécurité également, que l'enfant ne soit pas effrayé au moment d'aller se coucher. Il peut très bien être dans une situation où il pense qu'il y a des monstres dans sa chambre ou sous son lit. Et ça, on l'a entendu plusieurs fois. J'ai besoin de dormir avec la lumière. Là, il faut accompagner l'enfant à sortir de cette insécurité et à le maintenir dans une sécurité. Et c'est le rôle du parent. Ça ne peut être ni la tablette, ni les écrans, ni personne d'autre. Et ça va suivre après avec le besoin qui va être exprimé par l'enfant de se sentir à la bonne place, de se sentir appartenir à une communauté, aussi bien dans la manière dont il interagit avec les gens qui sont autour de lui, que la reconnaissance de sa propre personne. Et là, on va passer à la question du langage. Appartenir à un groupe, c'est pouvoir communiquer avec ce groupe. Et dans la communication avec le groupe, le langage est fondamental. Ça part de l'enfant in utero jusqu'à la fin de vie. La communication, le langage n'est pas forcément que ce que l'on dit avec sa bouche, mais c'est tout ce que l'on fait avec son corps et c'est tout ce que l'environnement communique comme information à l'enfant. Donc,
Là, c'est vraiment de prendre conscience que quand on dit des choses à un enfant, c'est pas seulement ce que l'on dit, mais c'est également ce que l'on fait, c'est ce que l'enfant voit et c'est ce qu'il va imiter et appliquer. Ça va également nourrir le besoin d'estime. L'enfant a besoin de sentir qu'il a de la valeur et qu'on le respecte pour ce qu'il est. Et ça va également suivre le besoin d'accomplissement de soi par la validation des apprentissages, le développement des compétences et le gain en termes d'autonomie. Je ne sais pas si tu voulais me poser une question tout de suite ou si je peux passer à la question des apprentissages et des émotions. Parce qu'on en arrive... Oui. On peut continuer pour l'instant. J'ai d'autres questions qui vont venir. Toi, tu vas y répondre par rapport à des choses que les parents ont demandé. D'accord. Donc, on va y arriver. Là, ce que je vais surtout présenter, c'est à quel niveau la gestion des émotions est importante et à quel niveau est-ce que cette gestion des émotions facilite l'apprentissage. Un enfant, quand il arrive au monde, contrairement au règne animal, il ne sait pas marcher, il ne sait pas parler, il ne sait rien faire, il est totalement dépendant. Mais dans cette dépendance, tout ce qu'il fait, c'est apprendre. Il apprend à sourire, il apprend à pleurer, il apprend à comprendre ce que cette attitude déclenche chez l'adulte qui est apporteur de soins. Et donc, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un événement extérieur ou un stimulus qui arrive, qui déclenche chez l'enfant une perception sensorielle. Donc, c'est ce que je sens, ce que je vois, ce que je touche. Cette perception sensorielle entraîne une émotion, ce que je ressens au fond de moi et ce que ça provoque comme ressenti. Cette émotion ressentie vient au préalable et vient en amont d'une réaction comportementale. Cette réaction-là n'est que le fruit de tout ce processus. Donc, il y a eu un événement, ce que l'enfant perçoit, l'émotion qui est ressentie et il réagit. Sur la base de cette réaction extérieure, il y a à la suite un apprentissage, ce que j'ai pu tirer de cet événement-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les enfants passent leur temps à communiquer des émotions. Je vais bien, je suis en joie, je vais pas bien, je suis en colère, je suis triste, je suis fâchée, je suis déçue. Et toutes ces émotions-là qui arrivent ont besoin d'être accueillies pour pouvoir partir. Parce que ce processus-là que vous voyez, c'est le processus de l'apprentissage qui est mis en place d'un point de vue neuroscientifique chez les enfants. Je vous donne un exemple. Un enfant qui ressent une émotion de joie parce qu'il a réussi à faire rentrer le ballon dans la forme qu'il fallait, le rond dans la forme ronde qu'il fallait. Il ressent de l'émotion, il est joyeux et du coup, il va sourire, taper des mains. J'ai quelqu'un qui dit qu'il n'entend pas. Est-ce que les autres entendent? Bon, je poursuis. Oui, on entend. D'accord, très bien, merci. Donc, parfait. Donc, cette émotion qui arrive, l'enfant la vit. Quand il est entouré, il est accompagné dans le vécu de cette émotion par un adulte qui applaudit, donc qui accueille cette émotion, qui l'encourage et qui lui pose un autre challenge et qui lui propose de faire autre chose. Donc, l'émotion, elle est accueillie, elle est acceptée et on la laisse partir. Donc, l'enfant a la réaction comportementale de se dire « c'est très bien ce que j'ai fait, je vais essayer d'aller plus loin ». Et l'apprentissage qui est mis en place, c'est « j'ai compris que ce ballon va dans cette forme ». Quand, à l'inverse, l'émotion ressentie est une émotion négative, un enfant qui pleure parce qu'il s'est blessé ou parce qu'il a peur, les adultes ont très souvent tendance à vouloir calmer l'enfant. Ne pleure pas, calme-toi, ça va aller, ça va passer, sans pour autant aller chercher l'émotion qui est derrière.
alors qu'elle a besoin d'être exprimée. Quand on va chercher l'émotion qui est derrière et qu'on l'accepte, en échangeant avec l'enfant, je comprends que tu es en colère, je comprends que tu sois triste parce qu'il y a eu telle situation, accueillir l'émotion, lui permettre de vivre son temps, donc laisser à l'émotion le temps, je comprends ta colère, je te prends dans mes bras et on en reparle ou on en parle tout de suite. Qu'est-ce qui se passe au fond de toi? Permettre à l'émotion de vivre. Une fois qu'on laisse l'émotion vivre, il y a une réaction qui advient. Et c'est à partir de ce moment-là que va arriver l'apprentissage. Mais si l'émotion est refoulée et qu'on la bloque et qu'on la cache, alors le processus d'apprentissage ne va pas jusqu'au bout. C'est ce qui fait qu'il y a souvent des répétitions et qu'on est dans interdire la même chose plusieurs fois à un enfant parce que l'émotion qui est à la base de sa réaction n'a pas été accueillie, n'a pas été comprise. L'enfant répète parce qu'il n'a pas tiré la leçon de ce qui s'est passé. Le parent va arriver, mais je t'ai déjà dit de ne pas faire ça, mais je t'ai déjà dit que tu dois ranger ta chambre. Qu'est-ce qui est en dessous de ce que l'enfant ressent? Pourquoi l'enfant ne veut pas ranger sa chambre? Pourquoi l'enfant n'est pas intéressé par écouter? Pourquoi l'enfant met en place des processus de remettre à demain ou de décaler qu'on appelle la procrastination? Ce sont des stratégies d'évitement, mais qu'il faut comprendre pour permettre à l'enfant de stabiliser et de fixer les apprentissages. Oui, Véronique. Et justement, alors, qu'est-ce que ça nous dit du comportement de l'enfant par en évaluation? Comment est-ce que les neurosciences je ne sais pas si pourquoi est-ce qu'on a dû être des coupures patient? Est-ce que dans la salle, tout le monde l'entend correctement? Parce que moi, je ne l'entends pas très bien. Alors, tu m'entends pas? Oui, il y a des coupures, effectivement. Ok, mais je pense qu'à partir du moment où j'ouvre mon micro, en fait, ça fait des coupures. D'accord. Mais là, sans la caméra, donc je vais essayer de parler lentement. Ok. Donc, je disais, là, tu nous as parlé des neurosciences et de ce que ça nous apporte comme compréhension pour les enfants par rapport à leur comportement. Mais est-ce que les neurosciences nous aident aussi à comprendre nos propres comportements? Qu'est-ce que ça nous apporte en tant que parents? Comment est-ce que ça peut nous aider à mieux comprendre et peut-être à être plus patient lorsqu'on est dans cette situation où il faut répéter, ou voilà, on est peut-être un petit peu désemparé lorsque nos enfants, on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas, ou qu'ils n'ont pas entendu la première fois et qu'en fait, ils n'ont pas entendu la deuxième et la troisième et que c'est difficile pour nous. Je vois. Alors, ce qu'il y a, c'est que les neurosciences ont permis de lever le voile sur le fonctionnement du cerveau, de comprendre comment se font les raccordements entre les systèmes neuronaux et comment les processus se font et se solidifient à l'intérieur de notre cerveau. Juste à titre d'exemple, il a été démontré scientifiquement que quand il y a un processus d'apprentissage, j'ai quelqu'un d'autre qui n'entend pas. Je pense qu'il faut peut-être vous connecter, vous déconnecter et vous reconnecter. Donc, quand il y a un processus d'apprentissage, ce qui permet à deux neurones de pouvoir rester soudés et de maintenir cet apprentissage, c'est l'affection qui entoure les deux neurones. Donc, quand on est dans un processus d'apprentissage et que ce processus est accompagné d'affection, ces neurones se solidifient de manière beaucoup plus durable que quand ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un élément fondamental que les neurosciences ont permis de comprendre et auquel on n'avait pas forcément accès il y a déjà quelques années. L'autre chose, c'est de la manière dont fonctionnent les communications neuronales. La bienveillance est apparue comme étant le canal qui permet de mieux stabiliser la communication et de faciliter et de rendre beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide les apprentissages, que ce soit pour les adultes comme pour les enfants. Mais pour les enfants, ça a été vraiment démontré que accompagner un enfant dans la bienveillance lui permet de stabiliser ses apprentissages. Et
ça va de toute façon de manière très logique avec le processus qu'on vient de voir. Lorsque l'émotion ressentie est accueillie avec bienveillance, lorsqu'on lui donne le temps de vivre, la réaction de l'enfant n'est absolument pas la même que quand l'émotion est refoulée. Une émotion refoulée, l'enfant opère un repli sur lui-même. Et c'est ce repli-là qu'il va apprendre. Il va se dire, quand il y a un problème, je dois me replier parce que mon émotion ne doit pas être extériorisée. Alors que quand elle est extériorisée et accueillie, l'apprentissage est consolidé, qu'il soit positif ou pas positif. Et donc aujourd'hui, on sait que au-delà de la question de la bienveillance, au-delà de la question de l'affection, les neurosciences ont également permis de comprendre ce qui se passait au niveau des neurotransmetteurs. On peut très bien être en face d'un enfant qui a une attitude particulière parce que les 4 neurotransmetteurs, et c'est de ce dont je vais parler, qui sont les neurotransmetteurs qui portent la motivation, acide GABA, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails et dans les propos techniques, mais il y en a 4. S'il y en a un d'entre eux qui n'est pas suffisamment développé, on peut, par l'alimentation, on peut, par supplémentation de vitamines, aider l'enfant à avoir un nouvel équilibre au niveau de ses neurotransmetteurs. Je prends un exemple, un enfant qui porte beaucoup de tristesse, qui porte beaucoup de colère, qui porte dont le refoulement émotionnel est tout à fait visible. Au-delà de la question émotionnelle qu'il va falloir travailler et aller chercher, il y a la question également des neurotransmetteurs. Et donc là, aujourd'hui, on sait qu'il y a un élément qui s'appelle la taurine, qui est déjà présente dans le corps, mais qu'on peut retrouver dans certains aliments, notamment la chair d'huître ou des choses comme ça, qui aide à développer ou à renforcer le neurotransmetteur qui est défaillant et qui est parfois à l'origine d'un comportement de tristesse, de colère, presque de dépression chez un enfant. Donc les neurosciences aujourd'hui ont permis vraiment de faire un saut considérable dans la manière dont la relation parent-enfant peut être gérée de manière beaucoup plus équilibrée. Après, je ne sais pas si tu as une autre question. Non, pas pour l'instant, je te remercie. Je pense qu'on peut passer à la suite. Et puis, j'enjoins les parents à nous poser des questions dans le chat afin que Rogato puisse répondre de façon peut-être plus spécifique à des choses que vous auriez vécues. Très bien. De toute façon, comme je l'ai dit à l'entame du propos, là, c'est juste poser quelques éléments parce qu'en 1 heure ou 1 heure et demie, évoquer la parentalité, on peut juste mettre l'accent sur quelques éléments. Ce qui, pour moi, aujourd'hui, est important, c'est de parler de relativité. Quand on parle de relativité, on parle de renoncement à la perfection. Un parent parfait, ça n'existe pas. Un enfant parfait, ça n'existe pas. On parle d'accueil, on parle d'acceptation, on parle d'accompagnement et c'est presque devenu aujourd'hui, en tout cas dans tout ce qui est psychologie humaniste, on parle d'un dévouement du parent pour accompagner son enfant. L'enfant n'a rien demandé. Voulu ou pas, désiré ou pas, il n'a rien demandé. Mais dès lors qu'on prend conscience qu'on a en face de soi un être dont on a la charge et la responsabilité, et qui lui-même n'est responsable ni de son éducation, ni de ses comportements, parce qu'ils sont totalement empreints de son contexte, à partir de ce moment-là, on se dévoue pleinement et on renonce totalement à la perfection. L'autre point qui est important, c'est de comprendre l'expression des besoins. Un enfant en crise, un enfant en larmes, un enfant en colère exprime quelque chose. D'un point de vue familial, quand on parle de systémie familiale, un enfant qui présente des troubles n'est parfois que le révélateur d'une crise beaucoup plus profonde et qui est au sein de la famille. Parce que l'enfant peut arriver et porter avec lui des difficultés que la mère a vécues pendant la grossesse,
ou alors un chagrin qu'elle a dû prendre en charge ou refouler. L'enfant peut arriver, et ça, aujourd'hui, on sait que tout ce qui est métagénéalogie l'a bien expliqué. L'enfant peut arriver avec des blessures d'âme. Les blessures d'âme dont parle notamment Lise Bourbeau, que je vous invite à vraiment lire et à découvrir, qui est une Canadienne qui a beaucoup travaillé sur les blessures de l'âme et sur comment est-ce qu'une personne peut évoluer en intérieur et grandir par elle-même. Quand elle a parlé des blessures de l'âme, on sait qu'aujourd'hui, un enfant peut arriver avec des blessures d'âme antérieures à elle-même. Donc, ça peut être hérité d'une grand-mère, hérité d'un grand-père. Parfois, on l'entend aussi dans notre société où on dit « mais cet enfant-là, il est comme son grand-père », alors que l'enfant n'a pas connu son grand-père. Il réagit comme sa grand-mère, alors que l'enfant n'a parfois pas connu sa grand-mère. Donc ça, ce sont des réalités avant que l'on mettait sur du irrationnel, mais aujourd'hui, on sait scientifiquement que ce sont des réalités qui existent et que dans l'accompagnement parents-enfants, il est important de pouvoir tenir compte de cette systémie familiale, de comprendre ce qui se passe au sein de la famille, pourquoi l'enfant est révélateur d'un symptôme, alors que peut-être le problème est beaucoup plus vaste. Le troisième point, par rapport à la relativité de la relation, c'est qu'il faut faire de l'espace aux émotions. Et ça, on en a parlé. Mais faire de l'espace aux émotions, ce ne sont pas qu'aux émotions de l'enfant, c'est également aux émotions parentales. Un parent, il n'est pas là pour donner toutes les solutions. Il n'est pas là pour avoir réponse à tout. Un parent qui ne sait pas certaines choses autorise l'enfant à accepter que lui-même ne peut pas tout savoir. Et que c'est très important de pouvoir dire à un enfant, ça, j'ai besoin de me renseigner davantage là-dessus. Ah tiens, tu m'as posé une question, je vais regarder et je vais te revenir. Parce que le parent parfait qui a la réponse à tout, qui connaît tout, envoie un message subliminal à l'enfant qui doit dupliquer ce modèle de perfection. Et le problème, c'est qu'il va aller de frustration en frustration quand il sera à chaque occasion face à son imperfectibilité. Donc, faire de l'espace aux émotions des enfants et à ses propres émotions. Il y a également la nécessité d'être parent en étant soi-même. Et ça, c'est prendre le temps de se connaître. Se connaître, c'est pas dire oui, moi je suis comme ça, moi je réagis comme ça, voilà mon comportement, voilà mon attitude, moi j'aime pas les gens qui font comme ci, moi j'aime pas les gens qui font comme ça. On l'entend souvent chez les parents qui viennent en demande en disant ah non, 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 moi cette façon de fonctionner ne me convient pas. Cette façon de fonctionner peut-être ne convient pas à la facette visible du parent qui s'exprime comme ça. Mais aujourd'hui, on sait que l'être humain est multifacette et que quand il y a une facette de nous qui exprime une émotion, on a une polarité qui exprime une émotion contraire. Donc, c'est apprendre à conjuguer avec ces polarités. Je peux être, et je donne l'exemple d'une maman qui disait « Je peux être très gentille, mais en même temps, je peux être une maman super méchante. » Et c'est la même maman qui parle, parce qu'on parle de polarité. Donc, accepter qu'on est un ensemble multiple de nous-mêmes, comprendre que cet ensemble multiple de nous-mêmes peut nous pousser à adopter des comportements parfois contradictoires ou parfois même qui ne nous conviennent pas, et avancer dans l'éducation des enfants avec cette conscience-là que nous sommes comme ça, mais également que les enfants sont comme ça. Ce sont des êtres multifacettes qui un jour réagissent d'une telle manière et de l'autre d'une autre manière, et que c'est à nous de l'accompagner à accepter ces polarités intérieures. Et c'est de là qu'on parle de l'importance de s'accueillir soi-même pour accueillir l'autre, importance de se pardonner, et ça c'est fondamental. Un parent n'étant pas parfait fait des erreurs. Un enfant qui ressent chez le parent cette logique et cette notion du parent parfait, du parent qui fait tout très bien, du parent qui ne se pardonne rien et qui est très exigeant avec lui-même et avec les autres, ne fera que dupliquer ce modèle-là. Donc, se pardonner, s'aimer,
s'accorder des permissions. Dire aujourd'hui, je n'ai pas envie, donc je m'autorise à ne pas faire. Et expliquer à l'enfant, quand on est dans une relation, expliquer à l'enfant qu'on ne peut pas faire. Ce pourquoi Dolto nous parlait de l'importance du langage, on a ces figures-là d'adultes qui jouent des rôles. Un père qui joue le rôle de père, ou parfois qui joue le rôle de la mère qui joue le rôle de la mère ou qui joue le rôle du père. L'enfant n'a pas besoin d'acteurs. L'enfant a besoin de parents réels et qu'on lui parle de manière réelle, de manière vraie, parce qu'il croit tout ce qu'on lui dit. Un enfant croit ce qu'on lui dit. Donc, il a besoin d'avoir un langage structuré, un langage cadré, un langage vrai. Et quand on ne peut pas faire certaines choses, il faut s'accorder la permission de dire à son enfant « j'avais prévu » ou « je voulais », mais je ne peux plus ou je ne veux plus. Et ça, c'est normal. Et quand on parle de se pardonner, de s'aimer, de s'autoriser, on va dans la droite ligne de l'amour inconditionnel. Un amour inconditionnel, c'est se mettre dans une relation avec soi-même. J'ai de la valeur. Tout ce que je fais s'explique. Parce que tous les comportements ont une intention positive. Que ce soit nos comportements ou les comportements de nos enfants. Tous les comportements ont une intention positive. Donc, s'aimer de manière inconditionnelle, c'est pas s'autoriser des excès, c'est pas être là à dire oui, tout ce que je fais, c'est très bien. C'est comprendre qu'on a nos polarités et qu'on aime nos polarités. On a cette facette-là de nous qui est visible et à laquelle tout le monde a accès, mais on a aussi notre part d'ombre qui nous fait faire des choses qu'on n'a pas envie que les autres voient. Les enfants, c'est exactement la même chose, mais on aime aussi bien cette facette lumineuse que cette part d'ombre, de manière inconditionnelle. Et c'est dans cette relation-là qu'on avance avec les enfants dans une parentalité positive et bienveillante. Alors, merci beaucoup. J'ai deux questions. La première, c'est comment est-ce qu'on fait lorsque notre enfant change, c'est-à-dire lorsqu'on a réussi à avoir cet amour bienveillant, à l'accepter tel qu'il est, que tout d'un coup, notamment au moment de l'adolescence, il fait volte-face et qu'en fait, on a du mal à le reconnaître. Comment est-ce qu'on peut gérer ça en tant que parent? Il faut aller aux besoins. Qu'est-ce qui a poussé l'enfant à changer? On sait que pendant la période de l'adolescence, il y a ce que tous les psychothérapeutes et les pédopsychiatres appellent le séisme corporel que vit l'enfant en raison de perturbations hormonales. Le squelette grandit plus vite que les muscles. Donc, l'enfant est souvent fatigué, il est souvent à la traîne, il y a énormément de choses qu'il n'a plus envie de faire. Là, c'est sur le plan purement physiologique. Mais les besoins d'un enfant évoluent et il faut que le parent puisse lui aussi se mettre dans cette logique d'évoluer avec l'enfant. Un enfant qui fait volte-face, il faut aller à sa rencontre. C'est pas l'enfant de 8 ans ou l'enfant de 4 ans ou l'enfant de 2 ans avec la manière dont on le voyait évoluer qui est un adolescent. C'est totalement différent. Totalement différent. Donc, quand cet adolescent fait volte-face, c'est de se poser avec lui comme un adulte en devenir et d'aborder les choses de manière claire et vraie. De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu puisses réaliser telle chose ou participer aux tâches ménagères? Poser des questions, aller vers l'enfant et être dans cette logique de souplesse et d'équilibre. Parce que dès lors que c'est tendu, le lien a beaucoup de chances de se casser. C'est accompagner l'enfant avec beaucoup de souplesse et d'équilibre. Je ne sais pas si c'est la même personne qui a posé la question. Un enfant qui ne vit pas avec ses parents. Véronique, je te laisse me dire. Ça, en fait, c'est la deuxième question. C'est effectivement comment ça se passe pour un enfant qui ne vit pas avec ses parents. Ses parents sont divorcés, mais il ne vit pas avec ses parents biologiques, mais avec une tierce personne. C'est un petit peu le même sujet qu'on a abordé au début quand on a parlé des enfants qui sont élevés par un autre membre de la famille ou par éventuellement une famille d'accueil, par exemple.
Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant, en fait, il n'est ni responsable de ses attitudes, ni responsable de ses comportements. Un enfant, on a souvent tendance à le présenter comme une éponge, et une éponge réactionnelle. Il voit un comportement, il imite. Il imite, il a une émotion, l'émotion est consolidée, il marque son apprentissage. Que l'enfant soit éduqué par ses parents ou par un autre adulte, c'est exactement le même schéma. Il va absorber ce qui se passe dans son contexte d'évolution. Ce qu'il y a et qui aujourd'hui a été scientifiquement prouvé, c'est que même si c'est compliqué, même si l'enfant traverse des moments difficiles, la plasticité du cerveau fait qu'on peut revenir sur certains types d'apprentissage à force d'apporter des éléments qui montrent que le contraire ou autre chose est possible. Maintenant, pour ce qui est d'une éducation par un autre adulte, là, c'est vraiment la responsabilité de l'adulte qui a en charge l'enfant. C'est plutôt cette question-là qu'il faut poser. Qu'est-ce que cet adulte-là est prêt à investir? Qu'est-ce que cet adulte-là est prêt à donner comme temps, comme attention, comme affection à un enfant qui n'est pas le sien? Merci beaucoup. Alors, nous avons une autre question qui est plus de l'ordre: comment trouver un équilibre entre nos besoins et ceux de notre enfant, a fortiori quand on a un enfant qui a des besoins particuliers et qu'on doit passer beaucoup de temps à l'extérieur, donc un temps réduit de communication et de contact avec son enfant. J'entends bien. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on parle d'éducation de l'enfant, et on l'a vu avec la question de la parentalité évolutive et à contenu variable, on peut être dans une famille nucléaire où on est seul à gérer son enfant, et à ce moment-là, quand on est dans cette situation, il faut demander de l'aide. On ne peut pas arriver à tout faire tout seul. Demander de l'aide, ça fait également partie de reconnaître ses propres besoins. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout réussir tout seul, on demande de l'aide. Si on peut avoir une aide qualifiée et compétente pour accompagner un enfant à besoins spécifiques, c'est l'idéal. Parce qu'un enfant, quand il est accompagné par devoir, il le ressent. Et c'est ce qu'il va transmettre, c'est ce qu'il va garder, c'est l'adulte qu'il va devenir. Si un enfant a la possibilité d'être accompagné par un cercle familial beaucoup plus étendu, une maman absente, mais qui peut être là de temps en temps, un papa absent qui peut être là de temps en temps, mais dont la présence est compensée par un adulte qui est dévoué à l'enfant, et d'où le choix du personnel qui accompagne les enfants. Quand c'est un adulte qui est dévoué à l'enfant, l'enfant va faire ses apprentissages sur cette base. Aujourd'hui, on voit souvent des parents, et là je vais au-delà de la question, on voit souvent des parents qui ont parfois du mal à être avec les enfants tout seuls parce qu'ils ont perdu cette connexion-là, parce qu'ils ont trop délégué à d'autres. Et aujourd'hui, c'est devenu très difficile pour eux de maintenir un lien avec leur enfant. Je ne peux pas le dire autrement parce que le langage ne peut être qu'un langage de vérité. C'est la responsabilité du parent. C'est pas simple, c'est pas facile, mais c'est la responsabilité du parent de construire ce lien avec son enfant. Un enfant ne peut que être en réceptivité et il ne peut que être en demande. Mais il ne peut pas être pourvoyeur de liens. Il ne peut pas être pourvoyeur de cette stabilité entre lui et ses parents. Donc, à un moment donné, c'est de faire des choix. Et ce n'est pas très simple. C'est de faire des choix entre ce qui est prioritaire et ce qui peut être partagé ou délégué. Avoir du temps avec les enfants, ce n'est pas toujours très simple parce qu'on peut être fatigué, on peut être stressé, on peut ne pas avoir un lieu d'expression de ses émotions et donc avoir des émotions refoulées.
On peut très bien être dans une souffrance pour X ou Y raison. À ce moment-là, il faut comprendre que un parent n'étant qu'un parent, il a besoin de prendre soin de lui pour pouvoir bien prendre soin de ses enfants. Parce qu'un parent qui ne va pas bien, ce sont des enfants qui ne vont pas aller bien. Les émotions qui sont refoulées, schématiquement, si je devais vous le représenter, les enfants regardent les parents qui ont des émotions refoulées comme des boules tremblantes. C'est ce que ça leur fait. Ça fait comme des boules tremblantes qui sont prêtes à exploser. Donc, au lieu d'instaurer un lien de confiance avec l'enfant, ça crée de la peur. Et donc, les parents doivent prendre soin d'eux. Les parents doivent s'arrêter. Les parents doivent faire des pauses. Les parents doivent limiter leur temps devant les écrans. Les parents doivent apprendre à lire avec les enfants, doivent apprendre à jouer avec les enfants, doivent apprendre à toucher leurs enfants. Même s'il n'y a rien, le caresser, le prendre dans ses bras, le serrer pendant 30 secondes, le déposer. Tout ça, ce sont des petites choses qui ne sont pas forcément très compliquées, mais qui nécessitent juste de la prise de conscience de ce que le parent apporte à l'enfant et de sa responsabilité de construction du lien entre lui et l'enfant. Pour Ramatoulaye, je ne sais pas si vous avez besoin d'un peu plus de précision, mais au cas où, on pourra revenir dessus. Merci beaucoup pour cet échange. Je pense que les parents présents ont beaucoup apprécié, ainsi que moi-même. Nous allons clôturer cette première soirée qui a été très riche en apprentissage. Merci beaucoup, Royatou. Merci beaucoup à tous les parents qui ont été présents. Et je vais laisser la parole à Karima pour clôturer cet échange. Hello tout le monde, afin de ne pas trop perturber le réseau, je vais pas allumer mon microphone, mais je voulais vraiment remercier Rugiatu qui nous accompagne, pas seulement je pense que dans nos travail comme une école, comme une institution, mais sur le grand chemin que nous avons décidé de bâtir ensemble d'un monde avec des gens qui sont vraiment bons dans leur peau. Je veux aussi vraiment remercier Véronique que malgré tous les problèmes, a vraiment fait une excellente modération. Pour tous les parents qui sont là, je pense que le mot final, c'est de vraiment connaître soi-même, être réaliste avec qui vous êtes. Comme ça, vous pouvez donner un amour inconditionnel à vous-même et puis après à vos enfants. Personne n'est parfait, ni les parents, ni les enfants. Et comme je pense que Rugi, vous avez tellement cité le poème favori de Khalil Gibran, que les enfants sont là, pas pour nous, mais ils ont passé pour nous. Ils sont pas les nôtres. So, vraiment, avec ces mots-là, on va demander à tout le monde de vraiment rester connecté sur nos pages Facebook, pour nos pages Facebook, nos pages Instagram. Nous avons le site web coeurimagination.com. Allez là-bas, on a plein de conseils qu'on offre aux parents. Bientôt, on aura cette vidéo là-bas. Je vous aussi encourage de suivre Rugiatu parce que elle est une ressource. Je pense qu'une des plus grandes ressources ici au Sénégal, certainement, pour le grand travail que Partalian est en train de bâtir ici dans nos pays et vraiment dans le monde. So, avec ça, merci à vous. Merci surtout à les parents de l'Écrisalide et les Playlabs ici à Dakar et ici à la Simone. Merci à vous d'avoir consacré le temps. J'espère que ça c'était une grande aide à vous et comme d'habitude, on est toujours là pour continuer la démarche. N'oubliez pas, si vous avez des questions, envoyez-nous vos questions. Mettez vos questions sur notre page. Si vous avez des autres sujets, des autres thématiques que vous voulez qu'on traite, avec grand plaisir. Parce que l'idée, c'est que on peut vraiment travailler la parentalité ensemble. So, merci à tout le monde.
Merci Rougui. Merci Euh, Véro. Très bonne mer- soirée. merci beaucoup à toi, Karima. Je voudrais juste terminer, et c'est ce que je voulais partager en dernier, juste dire que aujourd'hui, on sait qu'on a le choix. On a le choix de bâtir une société aimante. On a le choix de bâtir une société bienveillante. Parce que les hommes et les femmes qui sont aimants et qui sont bienveillants sont les enfants d'aujourd'hui. Donc, c'est à nous de décider de quelles graines on met dedans pour que ça puisse éclore des fleurs de bonté et des fleurs de bienveillance. Si l'enfant est exposé à la violence, c'est ce qu'on voit, c'est les violences basées sur le genre, c'est les problèmes par-ci, par-là. Tout ce que l'on peut voir dans une société n'est cristallisé que par ce qu'un enfant a reçu quand il était petit. Donc, ce monde de la bienveillance, ce monde de l'amour inconditionnel, aimons-nous, 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 et merci infiniment pour cette invitation. Merci pour votre confiance. Merci pour l'amabilité et la douceur de votre présence et de votre participation. Et même s'il y a Partaliane, moi je suis à fond dans la team Cœur Imagination. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je pense que vous avez aussi vraiment résumé la philosophie de Cœur Imagination dès le début jusque-là. C'est quel monde on veut bâtir et quel genre de citoyens on veut bâtir. So, merci à tout le monde et très bonne soirée. Et oui, le lien de l'enregistrement va être partagé. Donnez-nous quelques temps, mais on va partager. Merci à tout le monde. Très bonne Merci beaucoup. soirée. Merci. Très Bonne bonne soirée à soirée. tous. Merci. Merci pour votre Au présence et à revoir à très bientôt. tous. Au Au revoir. revoir. Merci. Au Bye revoir. bye.